Alors donc, vous l'aurez compris, le sujet c'est la fiction, le sujet majeur de la littérature contemporaine, c'est presque un personnage à part entière par sa complexité. Que la fiction soit liée à l'alcool, aux drogues, à l'amour, au sexe, à la politique, elle se retrouve tout au long de la littérature, de Baudelaire à Bret Easton Ellis, en passant par Mireille Havet, Bukowski, Franck T. Père et Fils ou Guillaume Dustan. Ici donc, Timothée de Meillet, auteur de Bref au cours Est chez Asphalt, et Kevin Orr, auteur du produit Au Seuil. Pourquoi, tous les deux, avoir choisi ce thème pour vos romans, qui sont tous les deux d'ailleurs des premiers romans? Pourquoi cette thématique au cœur de votre écriture? La thématique de la fiction. De la fiction, oui, de l'indépendance. De la dépendance. Parce que je pense que c'est une véritable inspiration à la fois dans l'écriture et en termes de thématique et en termes d'inspiration. Je pense que c'est quelque chose qui apporte, je pense, beaucoup. Il y a un véritable objet de création littéraire derrière soit la dépendance ou les substances qui rendent dépendants. Oui, puisqu'on trouve les deux dans ton roman, à la fois la dépendance à la politique, qu'elle soit communiste du côté de Jacob, capitaliste du côté de Marais, dépendance aux produits, drogue également. On trouve les deux. Chez toi, Kevin, c'est plus un produit mystérieux. Moi, je me suis pas du tout rendu compte que pendant longtemps, j'ai écrit des textes et je savais pas que c'était. Enfin, je n'avais pas identifié le thème. Et c'est au moment où j'ai identifié, c'est allé beaucoup plus vite dans la fin du livre, où j'ai pu rassembler les textes et tout. Mais je me suis jamais dit pendant très longtemps que j'allais écrire sur ce thème. C'est quand j'en ai pris conscience en fait que c'était devenu plus facile. D'accord, mais c'est. Il s'est imposé à toi en fait, tu l'as pas. Je le faisais, mais quand j'ai réalisé que c'était ça, c'était la fin. Enfin, il y a eu beaucoup moins d'écriture après ça qu'avant. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il fascine autant ce texte, ce thème, puisqu'au final il est douloureux, que ce soit dans les deux romans, les personnages quand même un parcours psychologique qui est difficile, douloureux. Pourquoi est-ce qu'il fascine autant en littérature? Parce que ça touche au non-humain, ça touche à ce qui nous dépasse, à ce qui nous fait devenir autre chose que ce qu'on est, ce qu'on a nous-mêmes, on est victime ou esclave. Enfin, ça joue sur maître et esclave, et ça c'est une thématique ancestrale. Et donc toi? Et je pense qu'il y a à la fois un côté inspiration et un côté destruction, et que le rapport entre tout ce que ça apporte en termes de création, en termes d'exploration de mondes différents ou de choses inconnues, et le côté également destruction que ça implique, c'est voilà, tout ce paradoxe, c'est quelque chose qui à mon avis est assez intéressant. Est-ce que tu penses que du coup c'est une thématique dans laquelle tout le monde peut plus ou moins se retrouver d'une manière ou d'une autre? Peut-être, oui, peut-être. Ouais. Toi, Kevin, il y a ce parti pris stylistique qui est très particulier dans ton roman, puisque tu parles d'un mystérieux produit qui est libre au lecteur de deviner ou de projeter. Pourquoi ce choix d'une discrétion, d'une neutralité? Je sais pas, franchement, je l'ai fait super. J'écrivais sur ça et je mettais enfin, je nommais des choses. Et au moment où j'ai fait la phrase j'ai arrêté le produit. Et puis après, c'est devenu plus facile aussi. Mais j'ai pas fait. En fait, ça permettait d'aborder plein de thèmes. Ça permet d'explorer beaucoup plus de pistes qu'une chose. Et après, ça permet de revenir à la matrice de l'addiction en tant que telle, beaucoup plus qu'à l'objet. Parce que ce qui est intéressant, c'est le mouvement qui les conduit à être esclave, ou à vouloir se libérer, ou à vouloir devenir quelqu'un d'autre, ou beaucoup ça. Après, l'objet dans lequel on s'oublie, se perd, ou dont on se sert pour se libérer, il peut être très différent, et le process est souvent le même, en fait, quel que soit l'objet. Oui, ça c'est ce qu'on retrouve également chez Timothée, ce côté maître-esclave, chez les deux personnages principaux d'ailleurs, qui sont
maître et esclave par rapport au système politique, puisque c'est la dépendance politique qui est au cœur de ton roman. Oui, alors je sais pas, c'est peut-être plus dur de rattacher, je pense, l'addiction à un système politique où j'aurais peut-être dû, ça serait peut-être un peu tiré par les cheveux de faire ça, mais ce que disait Kevin, je trouvais ça très juste par rapport au produit sans le nommer, quel qu'il soit, il y a quelque chose de fascinant parce que c'est à la fois quelque chose sans lequel on ne peut pas vivre et à la fois quelque chose qui nous détruit. Et je pense que c'est à nouveau ce rapport fascinant entre, voilà, par rapport à n'importe quel produit ou n'importe quelle addiction, quelle qu'elle soit. Quelque chose après quoi on court et dont on ne peut pas se passer. Mais qui tous les jours nous réduit de plus en plus. Ouais. Pour les systèmes politiques, c'était ça ta question? J'ai oublié ta question. Oui, au système politique, puisqu'on a Jacob qui est donc dépendant de drogues diverses, mais qui est également nostalgique du système politique, qui quelque part l'a oppressé et qui en veut à Marek d'être lui le porte-parole d'un capitalisme galopant. Je ne sais pas s'il est nostalgique du système passé, je pense que c'est quelqu'un qui est très désenchanté par rapport à la vie et par rapport à tout, et qui, au même titre que beaucoup de personnes, et c'est vrai que c'est l'exemple tchèque dans le livre, mais je pense qu'on pourrait rattacher cet exemple à beaucoup de pays d'Europe centrale ou d'Europe orientale, où il y a eu des grands espoirs placés dans la libéralisation, dans l'arrivée du capitalisme, l'arrivée des sociétés de consommation, et beaucoup d'espoirs qui ont été, notamment dans certaines classes de la population, qui ont été déchus, enfin, voilà, des espoirs désenchantés. Je pense que il n'est pas tellement nostalgique, même si on sent un peu de nostalgisme dans ses paroles. Je pense que c'est sa propre chute à lui qui le rend si acerbe. Et qui renvoie justement à Marek, qui lui renvoie une réussite. Qui est tout ce Christ par d'autres aspects aussi. Et est-ce qu'il y aurait une addiction ou est-ce qu'il y aurait des addictions différentes? Je pense qu'il y a des addictions différentes. Après, la manière de s'en libérer est sans doute commune. Ben justement, chez toi, il y a l'écriture qui est au cœur de l'écriture. C'est presque un moyen de sublimer ce qui arrive au narrateur. C'est ça qui permet à ton personnage de s'en sortir. Ouais, à la fin, c'était le produit qui est l'objet auquel il est addict, et le produit, son propre produit vital, sa production de lui-même. Et donc, il s'est joué là-dessus. Mais ça, je pense que, ça, c'est le texte de Baudelaire, dans les paradis artificiels, sur celui qui arrête l'opium. C'est une critique, en fait, de l'opium, comme la drogue et tous ces produits comme le constitutif de la modernité et l'enfer de la modernité. C'est pas du tout bien. Et il dit, celui qui se libère de l'opium, c'est mieux que Orphée qui sort des enfers. Et l'addiction aussi, cette addiction, par exemple, il y a quelque chose de très contemporain, de très moderne, avec les produits industriels, l'arrivée de soi-même, de pouvoir se perdre, s'oublier, consommer. C'est très moderne et finalement ça nous demande de nous libérer constamment. Et ce thème-là, il vient avec Baudelaire, il est constitutif de notre époque. Oui, puisqu'on retrouve chez toi la consommation qui est au cœur de la critique. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de... la drogue peut être reliée par certains aspects, ou en tous les cas l'addiction peut être reliée par certains aspects à la consommation, ou à la société de consommation où on est en permanence sollicité pour consommer plus, quoi que ce soit aller au supermarché ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou voilà, et ces sollicitations en permanence, que ce soit dans le métro, en permanence, ces publicités qui, voilà, et il y a quelque chose d'assez, ouais, qui peut se rapprocher peut-être un petit peu du sujet de l'addiction aussi, je pense, dans la consommation. Oui, puisqu'on est en permanence encouragé, comme tu dis, c'est une société de consommation, on glorifie les consommations diverses. Et c'est ce que critique en partie Jacob quand il voit le capitalisme qui ravage sa ville. Oui, mais c'est parce qu'il y a ce côté fascinant à Prague de se balader dans les rues du centre-ville, qui sont des magnifiques rues historiques, voilà, avec une magnifique architecture baroque, gothique, ou tout ce qu'on veut, et qu'on retrouve ces très tristes boutiques de souvenirs
voilà, qui vendent ces produits, et à nouveau qui sont sûrement qui satisfont tout un tas de touristes qui viennent ici et qui sont heureux de trouver ça, mais qui, dans beaucoup de cas, n'ont très peu de choses tchèques à l'intérieur, et même d'inspiration. Donc c'est assez intéressant, cette volonté de souscrire à cette société de consommation massive. Ouais. Et c'est particulièrement révélateur dans ce cadre-là. Oui, parce qu'il y a une véritable opposition entre passé et actuel. Et est-ce qu'on peut être conditionné à l'addiction ? Kevin, ton personnage, lui, retrace des difficultés psychologiques, entre guillemets, anorexie, boulimie, hôpital psychiatrique, jeune. Est-ce qu'on peut être conditionné ? Est-ce qu'il y a des conditions dans l'histoire des individus qui les amènent à la dépendance, aux produits, etc. Conditions psychologiques ou sociales, ou les deux ? Oui, les deux, oui. Il y a sans doute les deux. Oui, c'est possible. Est-ce que lui est conditionné ? Oui, est-ce que, par l'exemple de ton narrateur, est-ce que lui, tu vois comme quelqu'un qui a été amené à ça ? Non. Après, c'est des réactions, ça dépend comment on peut être conditionné par la tournure des événements, par les douleurs, par les manques, par les absences, par les joies, par le type de personne qui est là, la psychologie des personnes auxquelles on s'attache et qui influe sur notre rapport à la vie. Tout ça joue, et c'est ce qu'il est. Lui, en fait, il se raccroche, il sait de personnes avec qui il est et qui lui rapporte, qui l'initie à un rapport à la vie beaucoup plus sain, et il se raccroche à eux, et qu'il est depuis très petit, et il arrive à mettre en avant ce rapport-là. Et après, oui, enfin, il est forcément victime de ses douleurs et de son enfance. Dans ça, oui, il est conditionné. Mais il peut tout son truc, c'est est-ce qu'il peut s'en sortir ? Oui, est-ce qu'il peut ? Qu'est-ce qu'il va faire à levier ? Mais après, s'en sortir, c'est un peu un fantasme aussi constant. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Et c'est plus intéressant de lutter pour s'en sortir que de s'en sortir. Oui, mais on peut toujours, quand on s'en est sorti, on peut retomber quand on lutte. Oui, mais en fait, même, est-ce que s'en sortir, c'est pas un fantasme, quoi ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire s'en sortir ? Oui, donc toi, tu considères c'est ce que tu décris dans ton... C'est pour ça que c'est la lutte. Là où il est le plus heureux, lui, c'est au moment où il est en lutte, oui, où il essaye d'atteindre un idéal, et ça devient beaucoup plus intéressant, ce mouvement-là, que l'atteinte de l'idéal en tant que tel. En fait, il change tout le temps son idéal, il est tout le temps en tension pour atteindre quelque chose d'autre, et être autre chose que ce qu'il est sur le moment, et constamment. Et c'est ça qui lui donne une dynamique positive, beaucoup plus que d'arriver quelque part. Oui, c'est plus le chemin que le but qui le... C'est plus la dynamique, le mouvement. Et on sent ça chez toi. J'ai des personnages, bon, par l'exemple de Jacob, c'est la colère et la désillusion qui le motive quelque part, qui le tiennent. Qu'est-ce qui, lui, l'amène à cet état ? Qu'est-ce que sont les frustrations de son pays ? Est-ce que c'est cette femme, cette belle femme convoitée Qu'est-ce qui l'amène à cet état ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que c'est quelqu'un de désenchanté par nature. C'est quelqu'un qui a toujours tendance à voir les choses d'une manière plutôt négative, plutôt positive. Et c'est vrai qu'il y a aussi, tu le mentionnes, il y a aussi, je pense, une autre addiction qu'on n'a peut-être pas mentionnée vraiment encore, mais c'est une addiction aussi amoureuse. Une addiction pour une femme qui est toujours une figure métaphorique dans le livre, qui apparaît jamais clairement. On pourrait aussi voir comme peut-être même un symbole pour la ville de Prague qui aurait changé, enfin, voilà, c'est ce thème un peu récurrent qu'on entend parfois dans des bars de banlieue en fin de journée, après de nombreuses bières, pour c'était mieux avant, et c'était mieux comme ça, et c'était mieux comme ça. Qui est forcément une vision nostalgique qui se rattache plus à ce qu'on pensait pouvoir devenir et qu'on n'est pas devenu. Et je pense que c'est ça qui ressent beaucoup c'est de là que vient son amertume ou son désenchantement. Et donc voilà, il y a donc aussi une addiction à une femme qui l'a rejetée ou qui n'a jamais pu totalement posséder. Ça, je pense que c'est une forme d'addiction aussi qui peut aboutir à beaucoup
quelque chose d'assez dramatique, je pense aussi. On retombe sur ce que disait Kevin tout à l'heure, du côté maître et esclave, domination, soumission aussi. Exactement. De manière encore plus concrète. Parce qu'il galère pas mal quand même, il faut le dire. Non, il est pas très heureux. Ouais. Il finit pas très bien. Mais justement, quel est l'avenir de ces personnages de romans, ces personnages multi-addicts chez toi? Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme avenir? Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui, ça a l'air bien parti. Non, je sais pas quel avenir, c'est-à-dire comment ça demande. On voit ton personnage à un moment, comment tu le verrais par exemple 10 ans après? Mal. Mal parce qu'il peut pas s'en sortir. Je pense qu'il peut pas s'en sortir. D'aucune, que ce soit son addiction au drogue ou son addiction amoureuse, il est coincé. Alors ça dépend. Donc il y a 3 personnages. Donc je pense que Yakou, le livre se finit plutôt mal pour lui, même si c'est pas très clair. Même dans ma tête, c'est pas très clair ce qui se passe à la fin du livre. Il faut Marek qui lui réussit aux États-Unis, qui a son nouveau passeport. Mais je pense qu'il y a toujours aussi pour lui cette amertume qui portera pour longtemps. Il reste juste donc ces touristes qui viennent à Prague pour 3 jours de fêtes, d'alcool, et qui eux, je pense, vivent une vie aujourd'hui assez agréable. Oui, au final. Et pour ton personnage, toi, quel avenir, comment tu le verrais 3 ans après la fin de ton... Je sais pas, là j'ai l'impression de réfléchir, mais c'est impossible. Je vois pas du tout les choses comme ça, c'est impossible en fait. C'est pas un être humain, c'est un personnage de roman. J'arrive pas, c'est pas un être humain, je peux pas penser comme ça. Il a une existence dans le livre, c'est un narrateur en fait, et il recoupe, c'est une manière de synthétiser plein de choses, des moments que j'ai vécus, des moments que d'autres ont vécus. Un truc, une espèce de sensation que j'ai au moment d'écrire, enfin c'est pas quelqu'un, et je pensais même, là c'était super étrange d'écouter le début, là où le début c'est, à un moment j'avais un enregistreur, parce que je devais enregistrer je sais pas quoi, je sais plus quoi, et il fallait pas qu'on le voie, et du coup je l'avais testé avec mon cousin pendant un déjeuner, et donc j'avais testé comme ça, et très longtemps après quand j'étais en train d'écrire le livre, quasiment fini, j'ai retrouvé l'enregistreur. Et mon cousin, il disait ça, mais ce qu'il a lu tout à l'heure avec les filles, mais c'est délirant. Et du coup, c'est plus une manière de synthétiser plein de choses dans une direction que de créer une personne. C'est pas une personne. Oui, c'est un résumé, en fait, de plusieurs choses. Non, c'est un condensé. Après, c'est une personne, mais sur le moment du roman, c'est pas quelqu'un qui va vivre. Peut-être que si, mais je le vois pas du tout comme ça, moi. Je sais pas ce qui sera dans 10 ans, sans doute dans le livre. Oui, comment est-ce que c'est... tu parlais d'avoir justement utilisé des enregistrements, des choses réelles. Comment est-ce que tu as construit ce roman? À partir de quels éléments? Comment est-ce que tu as réussi à articuler les différentes voix, les différents souvenirs autour du produit, autour de l'histoire de ce personnage? Moi, j'ai essayé de lui créer une dynamique vers le moment où il pense s'en être sorti et de faire les étapes par rapport à ça. Et après, j'avais plein de textes que j'ai récupérés, il y en a que j'ai réécrits. Mais je me suis imposé par contre la seule contrainte de faire plus ou moins comme lui et d'écrire sur le temps bref c'est 10 jours dans le livre, et d'écrire dans ces temps-là. Et je pensais que j'y arriverais pas. Et en fait, son truc de je vais jamais y arriver, c'est moi qui me disais que j'arriverais pas en fait, à tenir un livre en si peu de temps. Et je m'étais jamais forcé à vraiment aller au bout sans vraiment m'arrêter. Et du coup là je le faisais, c'est jouer sur cette dynamique-là. Et c'est devenu en fait le produit de ça aussi. Je vais voir ce que ça peut faire. Et après, il y avait des textes très très vieux, très très vieux. Oui, tu as réorganisé justement dans cette optique de tension toi-même, que tu insuffles à ton personnage et inversement. Et toi, comment est-ce que tu as construit? Parce que il y a plusieurs voix dans le roman, on a compris à la lecture et tu l'as dit. Comment est-ce que les différentes voix se sont articulées? À partir de quel vécu, de quelle source? Je crois que c'était un peu un bordel total en fait, je crois. Je crois que c'était... j'ai commencé à écrire des choses, et puis d'autres, et puis il y a des personnages qui sont arrivés, et d'autres qui sont partis, et
certains qui ont marché, certains j'arrivais à leur donner une voix, et il y en a beaucoup qui se répétaient, certains qui se sont retrouvés, qui ont fusionné. C'était un peu un long processus assez difficile, qui a pris pas mal de temps. Peut-être parce que je partais de plein de différents personnages différents, de plein de différentes histoires, comme tu disais, c'est Kevin, et peut-être que tous ces personnages finalement ne font qu'un, ou peut-être qu'ils sont tous différents et qu'ils ont même plusieurs facettes dans leur personnalité, je sais pas trop. C'était un vrai bordel, un vrai gros bordel. Quand tu dis beaucoup de temps, tu l'as écrit, combien de temps est-ce que tu as construit et écrit un roman comme Propos pour Est? Ça a duré 2 ans à peu près, 2 ans. Mais pas régulièrement, quoi, en reprenant des choses, en partant dans une direction, et puis on l'a... Ouais. Toi, tu as réellement écrit en 10 jours? Non, mais parce qu'il y a plus de texte qu'en 10 ans, en fait. Sur le moment, c'était un peu comme un... Je sais pas, oui, en fait. Mais parce que c'était obligé pour faire comme lui. Sinon, c'était trop... Puis après, il y a plein de... C'est assez dur d'entendre... Oui, c'était en 10 jours, mais c'est pas forcément bien. J'aurais peut-être dû prendre plus de temps. Ouais, c'est dur de s'entendre, c'est super bien. Je sais pas ce que t'as pensé, mais c'est dur parfois de se dire, mais merde, j'ai pas pu écrire ça, c'est vraiment trop nul. C'était dur, c'est glauque. Je me rappelle pas que c'était aussi glauque. Mais justement, dans quelle mesure est-ce que vous êtes familier de vos personnages? Puisqu'il y a un vieil adage de gros clichés autour de la littérature qui dit qu'on écrit bien que sur ce qu'on connaît. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant et véridique? Moi, ça m'est arrivé de voir une mère mourir très lentement chaque jour entourée de ses enfants. C'était pas moi, mais ça m'est arrivé de voir ça. Je m'en suis servi là. Et puis après, il y a plein de trucs de ma mère, il y a plein de trucs d'autres personnes. Et il y a plein de trucs inventés, c'est un espèce de mix. C'est un patchwork en fait au film dans ton... Ouais. Et ça, je l'avais écrit il y a super longtemps en fait, sur la mer. Du coup, j'ai pas trop. En plus, j'ai pas trop travaillé à ce moment-là parce qu'il est assez dur. C'est pas très facile à faire. Oui, émotionnellement, ça n'est pas quelque chose qui doit être très facile à mener. Mais là, justement, j'écris là-dessus maintenant, c'est beaucoup plus dur, mais je le fais sur la durée. En fait, en attendant, je comprends pourquoi je ne me suis pas penché. Enfin, j'ai complètement zappé. Tout le passage de la galerie, ouais, etc. En fait, c'est ça que j'écris maintenant, mais beaucoup plus construit. Là, en fait, c'est esquissé, là. C'est genre un plan. Et toi, qu'est-ce que tu penses par rapport au fait de connaître... Tu écris donc Prague, tu connais, mais les thématiques qui s'articulent, comment est-ce que ça t'est venu? Est-ce que c'est la ville qui te l'a suggéré? Est-ce que ça t'a semblé évident en étant là-bas? Je pense que ce qui est super dur, c'est que c'est à la fois, tout ce qu'on lit, c'est à la fois complètement, je pense, l'auteur et complètement pas du tout l'auteur. Et ça, je pense que c'est très dur aussi quand on a des gens qu'on connaît qui lisent le livre, c'est que systématiquement on a ces questions, mais ça, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est toi derrière toi? Est-ce que c'est toi derrière ça? Est-ce que c'est toi qui penses ça? Est-ce que c'est toi qui? Et c'est très très dur en fait, parce que la frontière en fait est très ténue entre ce qui est quelque chose qu'on a pu soit vivre, soit ressentir, soit même qu'on peut penser, et à l'inverse quelque chose qui peut être de la pure fiction, et je pense que on navigue en permanence entre ces deux mondes, quoi. Le monde de la fiction et le monde de, je ne vais pas dire l'autobiographie, parce que c'est pas forcément des choses qu'on a vécues, mais ça peut être des situations qu'on a vécues, ou des gens qu'on a pu rencontrer, ou des conversations qu'on a pu avoir et qui ont pu inspirer telle ou telle chose. Et ce qui est très dur, c'est qu'à la fin, on a un texte qui est fini, qui est gravé dans le marbre, et que les gens peuvent le lire et faire une analyse psychanalytique de l'auteur derrière ça, et qu'est-ce qu'il pense, et comment il est, etc. Et c'est parfois un peu difficile. Surtout quand c'est la grand-mère qui... Surtout quand c'est vrai. Surtout quand c'est vrai. Ouais. Oui, il y a un côté très autobiographique. Enfin, l'impression autofictionnelle et autobiographique dans ton roman, Kevin, c'est peut-être le jeu. Tu prends pas ma vie. S'il vous plaît. Comment est-ce que ça se gère, ça?
avec un sujet comme qui est délicat, qui est douloureux, des situations que tu définis toi-même comme glauques. Comment est-ce que l'image est renvoyée à l'auteur? Comment est-ce que tu arrives à distinguer le narrateur-auteur en disant je? Comment ça se passe? Sur le moment, en fait, c'est un narrateur, après tu lui donnes des trucs, et il prend des trucs, et il y a forcément beaucoup de toi, mais aussi complètement vrillé, ça veut dire qu'à la fin c'est plus du tout non plus tel que c'était quand tu l'as vécu, donc c'est plus analysable, enfin c'est plus restituable dans ma vie, je pourrais pas dire ah oui ça, c'était exactement ça, il n'y a rien de ça, il n'y a rien, c'est juste lui, par contre pour qu'il avance, enfin, tu es obligé de lui donner beaucoup de trucs, mais il les transforme. Et à la fin, c'est jamais comme c'était dans ta vie. Oui, c'est jamais Jamais la lettre. Enfin, la plupart du temps. Mais après, c'est extrême. Ça, c'était dur à la sortie du livre, et c'est beaucoup plus dur pour la famille. Et c'est dur parce que la famille te renvoie et tout, c'est assez... Moi, j'ai mis du temps à me libérer, à intégrer ça, et c'était relou, c'était vraiment... Oui, il a été reçu comment? J'avais pas du tout. Ma belle-mère m'a appelé en me disant mais pourquoi, enfin, t'as fait de l'HP, personne m'a dit. Je lui ai dit mais j'ai jamais fait d'HP, t'es ma belle-mère. Et elle m'a dit bah non, mais on me dit pas tout. J'ai habité chez elle pendant 5 ans. C'était comme ça. Enfin ça c'est le plus facile. Après les autres ils sont un peu blessés. C'est très dur pour eux de faire la part des choses entre le père et la mère et la mère. Enfin, pour eux c'est eux en fait. C'est beaucoup plus eux pour eux que pour toi au final. Ouais, toi, tu arrives à mettre les choses à la et c'est très dur de... Surtout quand ça tourne exclusivement entre la famille beaucoup, et du coup c'est, pour les proches, c'est compliqué. Quoi. Et moi ça m'a inhibé pas mal après pour la suite, c'était assez dur de réécrire et tout, parce que dès que je touche un... Maintenant ça va mieux, mais sur un moment, dès que je touchais un truc, j'avais peur de me blesser. Oui, il y a une sorte de censure en fait qui se met en place. Maintenant non, maintenant c'est pas... Mais pendant un an... Ils ont compris que c'était pas forcément toi. Non, mais il faut réussir à... Non, mais je pense qu'ils n'ont pas compris. C'est toujours blessant, mais il faut s'en libérer parce que c'est comme ça. Mais je comprends que ce soit blessant, mais je comprends que c'est dur de faire la part des choses quand t'es proche. Enfin, je comprends, mais juste... c'est comme ça, quoi. Toi, c'est ta grand-mère qui a pas bien reçu le livre? Si, elle m'a dit que c'était très bien. Non, elle a dit c'est bien. C'est un peu cru. Mais mon petit chéri, t'as pas tout vécu quand même, ce qui se passe dans ce livre. C'est ce qu'elle m'a dit. Oui, bon, au final, c'est un bon retour quand même. Non, je crois qu'elle a pas du tout aimé. Et au niveau des sources littéraires, des sources d'inspiration, quelles sont-elles, littérairement parlant? T'en as cité beaucoup déjà, je pense qu'il y a beaucoup de littérature, c'est très, je pense, classique de dire ça, mais oui, littérature américaine, Fante, Selby, Kerouac, Malcolm Lowry, Kennedy Toole, pas mal de ces écrivains américains. J'ai beaucoup aussi d'écrivains d'Europe centrale, d'Europe orientale que j'aime beaucoup, qui m'ont pas mal inspiré. Des écrivains polonais notamment, Stasiuk, Masłowska, là c'était très intelligent de citer ces noms polonais comme ça. Mais non, voilà, j'ai vécu pas mal de temps en Europe centrale et voilà, c'est des écrivains qui m'ont pas mal aussi influencé. Mais voilà, Céline, des grands classiques, quoi. Oui, il se connaissait aussi dans le genre sujet glauque et voilà. addiction, il était familier aussi. Voilà. Et toi, Kevin, quelle source, qu'est-ce qui t'a inspiré pour nourrir ton écriture? Il y en a plein, mais celui où j'ai eu un vrai, le seul, je crois, où j'ai appris l'allemand pour le lire bien, c'est Kafka, c'est le seul. Enfin, après il y en a plein, mais c'est principalement lui que je crois que j'ai le plus lu en fait. Mais bon, les autres, c'est toujours classique, et puis il y a des trucs, mais celui qui m'a le plus transcendé, c'est lui. J'ai vraiment travaillé beaucoup sur lui. Au point d'apprendre l'allemand pour pouvoir l'apprécier réellement. Ouais, puis j'ai fait des études, après je suis allé à la fac, mais que pour lui, pour travailler sur lui. Ça m'intéressait. Et pourquoi Kafka en particulier? Je sais pas, je détestais l'allemand à l'école. Et puis, quand j'ai commencé à lire, c'est sûr que
écrit, je voulais lire. Je sais pas pourquoi. Mais après, il y a quand même des familles d'écriture. Après, moi, j'aime beaucoup Paul Celan en poésie. Bon, c'est la même famille. Quand il est venu à Paris, il a travaillé aussi sur Kafka. C'est un peu c'est autour de Mandelstam. Après, c'est en poésie, Mandelstam que j'aime le plus, enfin, énormément. Et puis Kafka et Mandelstam, c'est les deux que je préfère, les deux disciples. Et pourquoi écrire? Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi? Ça, c'est la question horrible. C'est la question... Moi, je peux demander à l'école. À l'école, tu... Je sais pas, Kevin. Non, mais moi, j'étais au CP, j'ai pas demandé. Tu voulais faire des petits dessins et Non, t'es obligé. C'est pas moi, j'ai pas dit, je vais apprendre l'alphabet. Pourquoi écrire des romans alors? Non, mais après, je sais pas, par contre, c'est vrai que dès le début, ça a été. Apprendre à écrire, c'était super angoissant, je m'en rappelle très bien. Et du coup, après, ça s'est pas arrêté. Et après, c'était tellement angoissant qu'il a fallu bosser beaucoup. Parce que j'avais plein de problèmes pour écrire. Et du coup, ça m'a demandé tellement de travail que je pense que je suis devenu addict. Non, mais c'est vrai, Domination, soumission, c'est chiant, j'ai fait plein de lignes, de E et tout, j'en ai fait des milliards. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. En fait, c'est un traumatisme qui est mené à l'écriture. Ben, un peu, non, mais je comprenais rien aux mots et tout. En CP, il fallait placer le monstre, va dans la grotte et tout, je comprenais rien. C'était super angoissant. Et après, mais vraiment, c'est dur. Et du coup, c'est resté. Et toi, sont les lignes aussi qui t'ont traumatisé, qui t'ont fait écrire des romans? Bah, moi, je crois quand même, t'as l'air quand même sacrément traumatisé. Mais le CP, c'était Non, je sais pas, parce que je pense qu'il y a plein de choses des fois qui me travaillent, que j'ai dans la tête, que je comprends pas, mais pourquoi tel truc s'est passé comme ça, pourquoi tel truc même pas, et pourquoi ci, pourquoi ça, et je pense que j'ai besoin de... C'est une manière de tout poser sur le papier, d'exorciser un peu. Oui, un peu d'exorcisme, ouais. Et quand tu lis, ça te semble cohérent? Qu'est-ce qui me semble cohérent quand je lis? Ce qui t'est arrivé, la façon dont tu l'as extériorisé. Ah, quand je lis ce que j'ai écrit, quand tu lis ce que tu as d'accord. écrit, ouais. Non, pas du tout, souvent c'est nul ce que j'ai écrit, mais parfois il y a quelque chose de vrai, ouais. Parfois, et dans ces cas-là, c'est ce que j'ai envie de garder, ouais. Et justement, c'est ce que tu gardes et qui donne un roman après. Voilà, et parfois, non, je pense que parfois on se lance dans quelque chose et les personnages prennent vie en fait. Ça arrive souvent qu'on commence à écrire quelque chose et que les personnages retombent aussi vite qu'ils ont débuté. Et parfois, je pense que les personnages prennent de l'ampleur, ils prennent une identité. Et c'est cela qu'on a envie, je pense, moi, c'est mon premier roman, donc c'est difficile d'en parler en expert, mais en tous les cas, c'est ce qui s'est passé avec ça. C'est des personnages qui ont pris de l'ampleur, qui ont pris vie en fait, à la fois dans mon esprit et sur le papier. Et c'est cela que j'ai eu envie de. C'est ça qui a donné un roman et pas juste un petit truc, ou un petit gribouillage d'écrivain torturé. Ouais. Est-ce que vous avez justement, puisque la thématique c'est addiction et dépendance, est-ce que vous considérez que vous avez des dépendances? Kevin, on parlait un peu, c'était l'écriture qui est devenu son propre bourreau, son propre produit. Dépendance? Oui. Mais comme quoi? Parce qu'il y a quelque chose dont tu ne peux pas te passer. Est-ce que je sais pas, l'alcool, la drogue, la cigarette, question pour un champion, 30 millions d'amis, quelque chose de violent? Non, pas de dépendance, c'est 30 millions d'amis. Ça passe. Mais la cigarette, oui, il y en a plein après. Oui, il y en a plein, effectivement. Il est totalement institutionnalisé, légal et même. Moi? Oui. Okay. La cigarette. Le café. Un peu plus long. Bon, je sais pas, non, mais il y en a. Mais tu veux dire des destructrices, des violentes, quoi. Non, pas forcément, mais quelque chose pour dont tu ne peux pas te passer, vraiment. Quelque chose qui crée une tension, si jamais ça
Travail. Le travail. C'est vrai. Je pense que c'est la plus grande. Plus que le café un peu et la cigarette. Ça va ensemble, en fait. Et toi, tu as des vices de fabrication On en voit apparemment, on a des éléments de réponse. Non, mais je pense pas. Comme tout le monde, je suppose que tout le monde a ses propres dépendances, ses propres addictions. Ouais. Oui, après, je sais pas. Ils sont dans une échelle en fait qui est propre à chaque personne, quoi. C'est pas. Ouais. Plus ou moins nocif, plus ou moins addictive. Les réponses, là, c'est ça. Non, je sais pas, question pour un champion peut-être. Ça c'est grave. Hein. Mais sur Internet, les replays. Les replays sur Internet. Sur Internet, c'est mieux, tu peux les enchaîner. Alors, on a un expert apparemment des replays de questions pour un champion. Est-ce que vous écrivez sur quelque chose d'autre maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres romans? Toi, Kevin, tu disais que tu écrivais à nouveau sur le personnage de la mère, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui suit? Là, je suis en train de faire ça. Je sais pas trop. Je sais pas du tout le temps que ça va prendre, tout ça. J'ai mis vachement de temps à faire un truc après. Pas du tout, je sais pas pourquoi. J'ai pas trop bien vécu la sortie, franchement. Enfin, j'ai pas trop bien vécu, c'était pas ouf, mais je suis content que ça soit passé. Par rapport justement au retour des proches ou par rapport à quoi? Ouais, ça fait très longtemps que j'avais pas parlé, mais sur le moment il faut parler, c'est dur. C'est très exposant en fait, c'est beaucoup plus exposant que ce que j'avais pu imaginer. C'est bizarre quand même, un petit bon là. Dans les médias, dans les machins, c'était ramené. Surtout, moi, c'était vraiment pas moi. Et beaucoup de choses étaient comme ça dans le monde. Il y avait eu un monde de livres avec que des auteurs addicts, mais pour le coup, clairement addicts. Et ils me revendiquaient, quoi. Et moi, j'étais avec eux, on était 4, et c'était tout comme ça. Et c'était assez dur. J'avais pas du tout pensé à ça, et ça a été chiant. Genre, quelle horreur, quelle vie de merde, quelle atrocité et tout. C'était chiant de voir ça, quoi. Parce que d'abord, c'était pas vrai, et ensuite, c'est pas agréable. Mais bon, la première fois, ça ira, là, en fait, je me suis juste pas préparé à ça. Maintenant, tu t'es mieux préparé. En plus, c'est pas du tout exposé, genre. Enfin, c'était pas énorme, mais à mon échelle à moi, c'était énorme. Chez des proches, c'était énorme. Du coup, c'était présent sans être très présent, mais quand même, c'était exposé. Et après, j'ai mis du temps à réécrire parce qu'après, je me disais, mais pourquoi, en fait, c'est vrai, pourquoi exposer, tout ça, pourquoi dire ça, parce qu'il y a quand même un peu de toi, mais pas trop, mais machin. Et surtout, en fait, je me disais pas pourquoi publier, mais je me disais pas pourquoi écrire, mais pourquoi publier. Pourquoi? Parce que c'est bizarre, en fait. Enfin, c'est pas des ventes de ouf, ça permet pas non plus de construire une vie, à moins que sur la durée peut-être et tout, mais c'est très dur. Et pourquoi, en fait? Et tu as une idée de la réponse? Pourquoi? Non, mais je me le suis vraiment posé. Parce qu'à la fin, c'est une activité, c'est une exposition réelle. C'est pas juste, c'est cool, tu publies et tout, c'est violent, c'est chiant. Il faut savoir pourquoi, c'est vrai. Enfin, c'est pas évident du tout, vraiment. Pourquoi tu gardes pas ça dans ton ordi? C'est très bien. Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce que tu en penses, ouais? Je suis vachement d'accord avec ce que dit Kevin. Ouais. Je pense qu'il y a... Je sais pas si c'était pareil pour toi, mais il y a eu cette espèce de moment un peu excitant où tu sais que ton livre va être publié, où tu as cette espèce de joie ou de fierté, peu importe, peut-être mal placé, de te dire voilà, j'ai un livre qui va sortir, un produit, quelque chose de papier. Et finalement, c'est beaucoup plus d'emmerde que de moments joyeux, en fait. Je crois puis il y a même le process, la démarche en tant que telle. Qu'est-ce que tu cherches? Ah oui. Parce qu'après, tu peux dire, bon, c'est mon rapport à la vie, et c'est comme ça que j'ai envie de vivre, et voilà, j'ai envie de faire ce métier, et il faut arriver à cette réflexion-là, en fait, c'est ce que j'essaie de faire, et bien, bon, mais en soi, publier, je ne veux pas des livres. C'est qu'à un moment donné, je pense que
cette question-là, elle est vachement intéressante. En fait, il y a une facette qui est la nécessité d'écrire pour toi dans ton coin, presque en tant que loisir créatif, parce que ça regarde personne. Et la démarche de publier, je sais pas, à un moment donné, c'est que quand tu regardes l'objet, tu te dis, tiens, là j'ai un rapport au monde, un point de vue sur le monde qui est intéressant pour les autres, ou la question elle peut être double. Tu peux avoir une question d'orgueil personnel, de fierté. Ouais, auquel tu es assez peu confronté finalement, parce que beaucoup de questions, beaucoup de rapports, des gens vont lire ton livre, vont dire ouais, j'ai lu ton livre. Ouais, c'était pas mal. Ah, mais il y a une Et déception. en fait, quelque chose qui est terrible en fait, tu as à la fois envie d'en parler pendant des heures avec les gens, mais les gens n'ont pas du tout envie que tu leur en parles pendant des heures, parce que déjà qu'ils se sont fait chier pendant 3 heures à lire ton livre. Mais j'imagine que quand même ce qui te fait à un moment donné avoir cette démarche-là qui est publiée, en plus, je veux dire, c'est quand même plus chaud en littérature que dans d'autres domaines. Je sais pas, je pense à la photo, faire une expo, c'est pas très compliqué. Publier un livre, c'est vraiment des démarches de malade. C'est qu'à un moment donné, tu regardes ton objet et tu te dis, putain, là, je raconte quelque chose sur le monde qui est ou intéressant, original, ou. À aucun moment, tu as ce recul-là, enfin, tu as cette dispensation-là sur ton objet en disant. Là, il y a besoin que ça sorte de mon intimité pour parler à d'autres gens, etc. Moi, je crois que franchement, si. Je sais pas, en fait, enfin, si, c'est forcément, en fait. Je le sens pas du tout. Mais, si. Mais moi, si je pouvais. Non, je crois que je le fais parce que j'ai l'espoir que je pourrais vivre de ça et faire que ça. Donc là, je suis obligé de faire autre chose et quand même, il faut que j'ai envie de faire que ça. Et faire que ça. Faire que ça passe par publier et pouvoir vivre de ça. Mais c'est ça, j'ai envie de faire que ça en fait. Mais pas que ça. Après, il y a aussi tout l'aspect social. C'est-à-dire que pendant 10 ans, c'est assez marrant, quand t'as pas publié et tout, le regard des gens sur tes cris, c'est assez dur à soutenir. Donc il y a une partie de ça qui n'est pas noble, hein, mais c'est vrai qu'il y a une défense par rapport à ça. Et puis après, il y a force. Et puis non, en fait, j'ai compris, c'est vrai qu'il y a un processus d'exposition, de recherche d'exposition, d'exhibition. Je l'ai compris en le sortant, mais ça m'avait échappé avant. Et du coup, ça m'a fait bizarre. Parce qu'effectivement, il y a un truc un peu exhibe et un peu. C'est vrai, et juste je ne l'avais pas vu, alors qu'il est là. Et ça sert à rien de dire non, mais si. Si, tu cherches l'exposition, tu cherches le. C'est vrai. C'est juste pourquoi. Parce que c'est ça. Tu le donnes, tu le montres, tu fais. Pendant longtemps, franchement, j'avais l'impression, à un moment, mais pendant des mois, d'avoir fait le mec, genre, tu sais, au bois, là, qui ouvre son truc super vite et qui se bat. Et je te jure, j'avais l'impression d'avoir fait ça. J'ai mis du temps à réfléchir. Bonsoir, j'ai une question pour Timothée. Pas de bol, je viens de Prague. J'aimerais bien savoir un peu combien de temps vous avez vécu là-bas, qu'est-ce que vous avez vu, quelles sont les personnes, et qu'est-ce qui vous permet d'écrire et dire ce que vous avez écrit, parce que en tant que Tchèque, quand je lis sur ma ville natale, je ne retrouve pas vraiment ma ville natale. Donc il y a beaucoup de choses qui sont un peu superficielles. J'ai un petit peu l'impression de lire un TripAdvisor et retrouver un point de vue d'un touriste qui raconte ses premières impressions que quelqu'un qui a vraiment vécu dans cette ville et qui la connaît. Et je me dis, notamment si votre livre aurait été traduit en tchèque, qu'est-ce que les Tchèques vous diraient? Vous verrez décapité pour beaucoup de choses. Merci. Ah oui. Non, c'est sûr. Mais je vous laisse. Non, mais c'est une question très pertinente et c'est une question que je me suis beaucoup posée, et notamment les quelques amis tchèques francophones qui ont lu le livre, ça m'a toujours un petit peu travaillé ce qu'ils pouvaient ressentir en lisant ça. Parce que je pense que ça donne une image très mauvaise de cette ville, qui est pourtant la ville dans laquelle je me sens le mieux et qui est peut-être la ville que je préfère
enfin, ou en tout cas où j'ai vécu. Et pour répondre à votre question, j'ai vécu quelques années là-bas, j'ai vécu plus de 3 ans là-bas, 3 ans et demi à Prague. Mais pour moi, ce que j'ai décrit en tous les cas dans le livre, c'est vrai que ça s'est passé à Prague, mais ça aurait pu se passer un peu n'importe où. C'est pas vraiment le cadre est Prague, mais ce que j'ai voulu décrire, ou ce que j'ai tenté d'écrire, c'est deux choses. C'est à la fois le phénomène de gentrification qui touche les villes, qui touche Prague, et on pourrait penser à Berlin, on pourrait penser à Paris, on pourrait penser à plein d'autres villes. Et après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, et là vous avez raison, c'est que je pense qu'à Prague, c'est peut-être moins marqué que dans d'autres pays ou dans d'autres villes d'Europe centrale ou même d'Europe orientale qui ont beaucoup plus vécu ce phénomène. C'est le désenchantement post-communisme en fait. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé c'est cette thématique qui me fascine. Et je pense qu'elle est beaucoup plus présente dans des pays aujourd'hui comme la Roumanie, comme la Bulgarie, même comme l'Ukraine ou la Slovaquie, qu'en République tchèque, qui elle, de tous les anciens pays d'Europe de l'Est, qui est un des pays qui s'en sort le mieux et qui aujourd'hui justement le moins de friction par rapport au passage du communisme au capitalisme. Néanmoins, c'est une question qui me fascine et c'est vrai que je l'ai un peu, peut-être grossièrement, appliquée à Prague. Voilà, mais à nouveau parce qu'on reste dans la fiction et parce que c'est vrai que moi j'adore aussi tous ces lieux très 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 glauques et j'ai beaucoup aimé traîner à Prague dans des coins pas forcément recommandables, que ce soit la bagarre ou à l'époque vers la gare de bus, dans tous les hernats au milieu de la nuit, et avec tous ces gens-là. Et c'est dans ces endroits-là que j'ai peut-être entendu ou vécu toutes ces histoires que je raconte, mais c'est vrai qu'en aucun cas c'est l'image que j'ai de Prague en tant que ville en fait. C'est là qu'on est plus dans le roman que dans le... Voilà. Je suis désolé si je vous ai blessé ou offensé. Bonjour, c'est plus pour Kevin. En lisant le livre, j'ai au fur et à mesure eu un phénomène d'addiction qui s'est produit au fur et à mesure que j'étais dans le livre, d'autant plus que je ne suis pas une grande lectrice et que c'est pas quelque chose, je ne suis pas addict à la lecture de base. Et du coup, c'est plus une remarque, mais je me demandais si ça a été conscient ou pas du tout. En tout cas, il y a quelque chose de la position du voyeur dans laquelle tu nous mets qui, au final, devient presque un peu jouissif et on en demande, on a envie de continuer. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais produire ou si c'est venu comme ça mais que c'était pas conscient? Si, c'est le mouvement du livre, c'est la dynamique du livre. C'est de jouer sur exposition, le voyeurisme qui devient aussi à la fois voyeur intelligent. C'est des mouvements d'abord que tu sois de plus en plus addict en lisant, de ne pas être trop. Parce qu'au début, c'est aride parce que c'est laborieux et tout. Et en même temps, tu n'as pas envie de lâcher. Enfin, c'est ce qui était cherché, ce que je voulais que le lecteur se dise, c'est qu'à la fois c'est chiant, et en même temps, tu ne veux pas non plus arrêter. C'est dur à trouver la limite, quoi. C'est énervant, mais moi, en entendant, là, c'était chiant. Et par contre, tu dis bon, peut-être qu'il continue. Et puis de plus en plus, tu arrives, et puis lui il retrouve son esprit et tout, du coup tu structures. Et après sur la position du voyeur, il y a tout un truc, mais c'est plus compliqué, c'est pas très clair pour moi. Il y a du voyeur sur le narrateur en tant que tel, lui qui montre plus de choses de lui. Où on voit plus de choses de lui. Ouais. Non, ça j'ai pas. Enfin, il doit y avoir ça, mais j'ai pas tellement maîtrisé ça. Enfin, sur le truc voyeur, après ça joue sur le photographe, sur les voisins, sur l'observation, sur le voyeurisme. Est-ce que c'est bien, pas bien, tout ça? Enfin, pas bien, pas moral et tout, mais juste dans la question du narrateur, c'est une dynamique de réfléchir autour de ça. Après, moi, sur l'auteur, de jouer sur le voyeurisme de lui, il doit y avoir ça. Après, quand tu passes des dynamiques et qu'elles marchent en tant que telles, et qu'elles marchent sans toi, enfin sans l'auteur. Si tu es sur un truc, forcément il y a une dynamique interne, et si c'est un peu cadré dans la dynamique, dans la thématique et dans la dynamique, c'est là. Mais après le voyeurisme, j'ai plus réfléchi à la retrouvaille de clarté, enfin, à
la découverte de clarté pour lui qui marche pour le lecteur. Et à par contre, j'ai fait en sorte que lui s'expose de plus en plus. Mais du coup, oui, c'est ça que tu pourrais sentir en lecteur. Le voyeurisme, je ne sais pas si une piste, je ne sais pas, mais je me posais la question de qu'est-ce qui me rendait addict à continuer ce livre. Je pense que d'envie s'en sorte. Oui, peut-être. Mais du coup, c'est aussi qu'on rentre de plus en plus profondément dans. Enfin, c'est ça le voyeurisme dont je parlais, c'est qu'on rentre de plus en plus profondément. Parce que lui, c'est ça. Et lui, il arrive de plus en plus à donner des choses de lui, intimes. Et... du coup, tu rentres dans. Non, mais je crois qu'il y avait une valeur morale. Non, mais c'est. On va passer à la suite de l'addiction avec le court-métrage, je vois. Pas de bêtises.